Bonjour et bienvenue. Nous sommes à la Bibliothèque des sciences et de l'industrie. Cette année, nous avons de nombreuses nouveautés BD à vous faire découvrir et je vous invite à venir les emprunter. Mais ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de découvrir cet espace de manière un peu différente. Au programme, des échanges à distance entre des scientifiques et des illustratrices qui vont se prêter à différents défis. Et pour ponctuer ces échanges, certains collègues viendront vous présenter leur coup de cœur BD. Alors suivez-moi. Les paupières des poissons. Alors ça, c'est un ouvrage qu'on a à la Bibliothèque des sciences et de l'industrie depuis 2018 et je ne l'ai pas encore lu. Je vous propose qu'on appelle Sébastien Moreau. C'est son auteur et puis peut-être qu'il pourra nous en parler un peu mieux que nous autres. Bonjour Sébastien. Salut. Je t'explique, en fait, on m'a présenté cette bande dessinée il y a très peu de temps, Les paupières des poissons, dont on m'a dit le plus grand bien. Est-ce que tu pourrais nous en parler et surtout, dans un premier temps, te présenter? Moi, donc, je suis vulgarisateur scientifique. Donc, j'ai plutôt commencé par des conférences, et notamment une des premières conférences que j'avais travaillées était sur les poissons, parce qu'il y avait peu de vulgarisation sur les poissons. En fait, il n'y en avait pas quand j'ai commencé. Les études scientifiques étaient très récentes, et donc j'ai fait des conférences, j'ai commencé à écrire des articles pour des revues, des choses comme ça. Et puis, une illustratrice, Fanny Vaucher, a vu ma conférence sur les poissons et elle s'est dit, bah, moi, j'aimerais bien faire des choses autour de ça. Et donc, elle est venue me voir en me disant, écoute, Sébastien, j'aimerais bien faire un blog avec des dessins autour des études scientifiques sur le comportement des poissons, l'intelligence des poissons, tout ça. Donc, au début, on s'est échangé des trucs comme ça. Et puis, elle, ensuite, les mettait en ligne sur un blog qui a eu assez rapidement du succès, qui a attiré l'intérêt d'une maison d'édition qui nous a demandé du coup de sortir cet ouvrage. Et voilà, l'idée c'était ça, un truc qui soit facile à lire, qui permette d'avoir une meilleure vision de ce que sont les poissons, quel est l'état des connaissances actuelles sur cette question, et aussi comprendre comment se fait la science autour de ça, mais en étant fun à lire, sympa. Sébastien, est-ce que tu aurais encore quelques instants à nous consacrer? Oui. Ok. Alors dans ce cas-là, je te demande de rester bien assis sur ton siège de gamer et je m'en vais inviter dans cette conversation une illustratrice et un chercheur et je vais t'expliquer de quoi il retourne dans quelques instants. À tout de suite, Sébastien. Donc enchantée, moi je suis Solange Baudot, alias Sosculd. Je suis illustratrice professionnelle et autrice de BD. Je m'appelle Julien Bobroff, je suis physicien, je suis professeur à l'université Paris-Saclay et pendant 20 ans de ma vie, j'ai fait de la physique quantique en laboratoire et depuis 2013, j'ai monté une nouvelle équipe de recherche, toujours à l'université Paris-Saclay, mais cette fois, on s'intéresse justement à la question de la vulgarisation et de l'enseignement de la physique. Voilà. Donc Sébastien Moreau, moi je suis vulgarisateur scientifique spécialisé dans tout ce qui traite de l'intelligence animale. Donc je fais des conférences, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Cervelle d'oiseau et j'ai également des bandes dessinées. Donc j'en ai une sur les poissons qui est sortie et une autre sur les animaux de ferme qui sortira au mois de février. Et ce que je vous propose, c'est de faire un jeu d'association. On a préparé avec toute l'équipe de la bibliothèque un petit panier garni avec à l'intérieur des mots qui renvoient à des concepts scientifiques plus ou moins concrets, plus ou moins abstraits. Et je vais tirer pour chacun d'entre vous à tour de rôle deux papiers et je vais vous demander de me trouver le lien entre ces deux concepts. Ce lien, vous pouvez le faire à travers une théorie scientifique existante, une théorie scientifique vaseuse, une histoire de famille ou que sais-je, ce que vous voulez. En tout cas, il va falloir que vous soyez brillant. J'espère que je ne vous mets pas la pression. Pour commencer, donc, je vais proposer peut-être à Sébastien, puisqu'il est chaud. On a discuté avec lui déjà depuis 5 petites minutes et ça permettra à Julien et Solange de faire retomber la pression qui vient de monter. Sébastien, tu es d'accord pour commencer? Oui. Donc, j'ai une main innocente. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais faites-moi confiance. Je tire complètement au hasard parmi la petite cinquantaine de mots. ADN. Et ADN, il va falloir que tu me trouves le lien entre ADN et, attention, roulement de tambour, onde. ADN et onde. Je vais lancer un décompte qui va te permettre de réfléchir pendant approximativement 3 secondes et je vais te demander de me trouver cette histoire. 3, 2. On est d'accord, j'ai le droit d'inventer complètement un truc.
Mais bien sûr. 3, 2, 1, c'est parti. Il faut savoir qu'à la création, quand ils ont découvert l'ADN, en fait, ils se sont basés sur une forme d'onde qui était une forme sinusoïdale. Et ensuite, c'est uniquement par une rotation de 90 qu'ils ont inventé l'ADN. En fait, l'ADN, en vrai, n'existe pas. C'est un canular, depuis le départ, qui a été fait par les physiciens, uniquement basé sur une observation d'un oscilloscope. D'accord, merci beaucoup, Sébastien. C'est parfait. Je sais que Julien doit être ravi. Je vais proposer à Solange, si tu veux bien, de te prêter au même jeu avec la même dextérité. Et le premier mot. J'ai le droit de dessiner. Alors, tu as parfaitement le droit de dessiner si tu le souhaites. Chouette de te prêter au jeu de manière illustrée. Donc, le premier mot sera boîte de pétri. Alors. Et le deuxième mot sera univers. Ok, je m'en occupe. J'ai fait très simple, mais du coup, boîte de pétri et univers, ça m'a. Je ne sais pas si vous le voyez. Janine, c'est toi qui as laissé pourrir la boîte numéro 3. Il y a tout un univers dedans. Pendant que Sébastien essaie de régler son problème technique, je propose à Julien de se prêter au même jeu. Et le premier mot, je suis content que ça tombe sur toi, Julien. Oh là là, je le sens mal. Supraconducteur. D'accord. Ouais. Moi non plus, je ne sais pas. Supraconducteur. Et attention. Ah bah c'est facile. Imagerie. C'est trop facile, ça va être nul là par rapport à ce qu'ils ont fait juste avant. Je suis hyper jaloux. Alors attention, je vais lancer un décompte quand même. 3, 2, 1, c'est parti. Ok, quand on pense supraconducteur et imagerie, on pense tout de suite à l'IRM. L'IRM, c'est ce gros machin dans les hôpitaux fabriqué en supraconducteur. Ça serait un petit peu facile comme réponse. Alors ma vraie réponse, un jour j'ai travaillé avec des designers sur la supraconductivité. Et il y a une designeuse, une italienne, je me souviens, je lui avais expliqué ce qu'était un supraconducteur. Et il faut savoir en particulier qu'avec certains composants supraconducteurs, on peut les placer sur le cerveau humain et détecter les champs magnétiques créés par le cerveau. Et ça, c'est parfaitement vrai. Ça s'appelle la magnétoencéphalographie. Et ça existe, par exemple, à la Pitié-Salpêtrière. Et cette designeuse s'est inspirée de ça. Alors, vous allez voir le lien incroyable avec Solange. Elle s'est inspirée de ça pour imaginer qu'on pourrait mettre un casque sur son chat, parce qu'elle avait un chat. Et avec ce casque, lire la pensée du chat en direct et savoir si le chat est content, pas content, etc. Et donc, faire une sorte d'imagerie du cerveau en direct. Et je trouve que c'est vraiment un truc étudié en recherche actuellement, parce qu'avec ces matériaux-là, on peut suivre presque en temps réel l'évolution cérébrale avec l'activité magnétique du cerveau. Et elle espérait avoir un objet suffisamment portable, parce qu'actuellement, c'est des gros machins, qu'elle puisse poser sur son chat pour, avec des supraconducteurs, voir l'image de son cerveau penser en direct. C'est extraordinaire. Et à ce moment-là du jeu, je n'arrive pas à savoir si c'est vrai ou si c'est faux. mais c'est fabuleux. Bravo, en tout cas. Merci beaucoup. Eh bien, voilà un premier défi scientifico-illustratif relevé avec brio. Je vous propose de laisser souffler un peu nos invités et de demander à l'une de mes collègues de nous présenter notre premier coup de cœur BD. Bonjour Annie. Bonjour Loïc. Alors, qu'est-ce que tu vas nous présenter comme coup de cœur aujourd'hui? Alors, il s'agit des Grands Espaces de Catherine Meurice, dans lequel elle nous raconte son enfance à la campagne, dans une maison entourée d'un grand terrain. Elle nous parle d'enfance, bien sûr, mais aussi de nature, de transmission et de sa découverte de l'art à l'occasion d'une visite au musée du Louvre. C'est frais, c'est drôle, c'est plein de tendresse, c'est vraiment un coup de cœur. Merci Annie. Alors on se demandait comment on pouvait représenter les bruits de laboratoire en bande dessinée. Du coup, on a lancé un petit jeu à toutes les personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux. On leur a demandé de nous envoyer leurs dessins, leur propre représentation de ces bruits de laboratoire. Et aujourd'hui, je vous propose d'en discuter avec une chercheuse et une illustratrice. Elles vont nous raconter leur propre vision de ces bruits de laboratoire. Bonjour. Bonjour à toutes les deux, merci d'être là. Est-ce que je peux vous demander de vous présenter en quelques mots, peut-être avant que Leïla nous montre son dessin? Moi, je suis illustratrice et autrice particulièrement jeunesse, mais bon, je touche un petit peu à tous les publics, on va dire. Et j'ai une grande sympathie pour les animaux, donc je dessine particulièrement les animaux. Et toi, raconte-moi. Eh ben, écoute, moi, je suis physicienne donc à l'université Sorbonne Paris-Nord, donc au nord de Paris. Et je suis spécialiste des nanomatériaux, donc les tout petits matériaux, en particulier les nanoparticules métalliques. Voilà, et de leurs propriétés optiques. Donc, je regarde comment ça interagit avec la lumière et ce qui se passe.
et pourquoi ça fait des couleurs ou pas de couleurs, des choses comme ça. Ah mais il est bien crade ce labo, dis donc. Hein, c'est dégueulasse, ça coule de partout. J'imagine que sérieux tout ça. C'est pas comme ça chez toi, j'en suis persuadée. Non, bah non. Non, mais donc, le dessin que tu as fait, pardon, ce qui est marrant, c'est que les bruits du labo dans l'imaginaire collectif, c'est souvent un labo de chimie. Oui. C'est pour ça que tu as fait des fioles, des ballons, des trucs, des machins. Il y a quand même un ordinateur au milieu parce qu'aujourd'hui, les chimistes, effectivement, travaillent avec un ordinateur aussi, pas juste avec des fioles. Et moi, je ne travaille pas dans un laboratoire de chimie. Moi, je suis physicienne. Alors, effectivement, il y a plein de lieux différents, puis il y a plein de laboratoires, et chaque laboratoire a ses propres bruits. Je travaille notamment dans un laboratoire qui est un peu particulier, qui s'appelle une salle blanche, une salle propre. Et cette salle propre, en fait, c'est une salle où la taille des poussières, le nombre de poussières est contrôlé. Pourquoi? Parce qu'on va fabriquer des choses à l'échelle du nanomètre. Donc, le nanomètre, c'est 1 milliardième de mètre. C'est beaucoup plus petit que ce qu'on peut voir, évidemment, beaucoup plus petit que même le diamètre d'un cheveu. Donc, la moindre poussière, en fait, pourrait empêcher de fabriquer ces choses-là parce qu'une poussière, c'est beaucoup plus grand, c'est énormément plus grand. Et pour pouvoir contrôler ces poussières, la première chose qu'on fait, c'est qu'on va injecter de l'air à l'intérieur de la pièce, donc on va créer une surpression. Et le bruit le plus caractéristique, c'est celui qu'on entend quand on ouvre la porte d'entrée. En fait, quand tu t'approches de la porte d'entrée, ça fait un bruit comme un aspirateur, un petit peu, ça fait un... En fait, tu as un courant d'air. Tu sais, comme quand il y a la tempête dehors et que la fenêtre n'est pas bien fermée, ça souffle parce qu'il y a l'air qui sort sous la porte, notamment, parce que l'air est envoyé du haut vers le bas, pour que les poussières soient bien plaquées au sol et ensuite redirigées vers la sortie. Et puis tu ouvres la porte, et donc là, comme il n'y a plus de courant d'air, mais que l'air peut passer, il y a toute la place pour passer, tout d'un coup, tu as un grand silence qui se forme, et puis on referme la porte, et là, à nouveau, on entend le vouh comme ça. Et après, une fois que tu es rentré dans la salle blanche, donc pour rentrer dans la salle blanche, il faut se déguiser, on met une combinaison, etc., parce que les poussières, ça vient essentiellement de la peau, des cheveux, des poils qu'on peut avoir. Donc, on est obligé de mettre une combinaison, un masque et des lunettes éventuellement. Et puis là, il y a plein de machines en fait dans cette salle. Et comme il y a des machines, et notamment des machines qui ont besoin d'être dans le vide carrément, ou d'avoir des environnements avec des gaz très contrôlés, on va utiliser plein de pompes pour pouvoir vider l'air et vider tout ce qu'il y a à l'intérieur de ces machines. Et les pompes, ça fait du bruit. Et donc on va entendre, en fait, c'est un peu pénible de travailler dans cet environnement. Enfin, on s'habitue au bout d'un moment. Mais donc, il y a sans arrêt un bruit de turbine comme ça, qui continue. Ce qui est très marrant, c'est que à la fois toi et moi, quand on a enregistré, enfin, quand on a représenté les bruits du labo, on n'a pas mis d'être humain à l'intérieur. Et c'est vrai que c'est un problème finalement, parce que s'il n'y a pas les êtres humains dedans, il n'y a pas de travail. Donc si je devais résumer, à mon avis, les bruits qu'on entend le plus souvent dans une salle blanche, ça doit être, ceux qui sont prononcés par les êtres humains, on va dire, ça doit être des bruits du genre ah zut, ah mince, ah ça marche pas, parce que voilà, il y a plus de chances que ça ne marche pas, puis tout d'un coup ça marche, et là on est content et on se dit ah. Eh bien, merci beaucoup Laïla, merci beaucoup Nathalie, et puis à bientôt. Bonjour Loïc. Bonjour Muriel. Je viens te parler de Miss Charity. Oui. Une bande dessinée de Loïc Clément et d'Anne Montel, inspirée du roman de Marie-Aude Muraille. On y fait la connaissance de Charity Tidler. C'est une petite fille espiègle, pleine de joie et d'humour, mais malheureusement délaissée par ses parents. Alors elle adore les animaux, l'observation scientifique. Mais comment va-t-elle faire pour réussir à trouver sa place dans une société anglaise bien pensante, où l'audace et la créativité n'ont pas leur place? Ce destin, c'est celui de Béatrix Potter, l'écrivaine britannique. Et il est à découvrir aux éditions Rue Sèvres. Mais merci beaucoup Muriel. On a donc découvert les bruits d'un laboratoire de recherche.
Mais la recherche, c'est aussi beaucoup basé sur la publication d'articles scientifiques. Alors on a demandé à une chercheuse et un chercheur de venir chacun nous parler d'un article qui l'a particulièrement marqué. Et une illustratrice, Chloé Bouchaour, sera également avec nous et aura la charge, le défi d'illustrer ces 2 pépites scientifiques en temps limité. Bonjour à tous les 3. Avant de commencer, est-ce que je peux vous demander de vous présenter en une phrase ? Bonjour, je m'appelle Julie Grolier, je suis directrice de recherche à l'unité mixte de physique CNRS Thales à Palaiseau. Et donc, je travaille dans un domaine qui s'appelle la physique neuromorphique, c'est-à-dire que j'utilise des effets physiques pour réaliser des composants électroniques qui imitent les synapses et les neurones. Et ensuite, j'utilise d'autres effets physiques pour assembler ces composants afin qu'ils calculent plus comme le cerveau et moins comme nos ordinateurs. Et le but, c'est de faire une intelligence artificielle qui consomme moins d'énergie. Je m'appelle Pierre Fouillou et je suis enseignant-chercheur à l'université Sorbonne Paris-Nord. Et je fais ma recherche au laboratoire LIPN, qui est une unité du CNRS. Je travaille en optimisation combinatoire, c'est-à-dire la recherche d'algorithmes, de méthodes pour déterminer une meilleure solution parmi un très grand nombre de combinaisons. Alors bonjour, donc, je m'appelle Chloé Bouchaour, je suis illustratrice scientifique et donc je suis particulièrement inspirée par tout ce qui concerne la culture scientifique et l'astronomie en particulier. Et c'est vrai qu'en fait j'ai toujours été très intéressée par le dessin, par l'art et voilà. Et je trouvais que c'était assez intéressant de marier ces 2 passions que j'ai, notamment parce que voilà, comme je n'ai pas fait d'études scientifiques, moi je suis très intéressée par tout ce qui concerne, tout ce qui est vulgarisation, etc. Et j'aimerais, moi, à mon niveau, essayer de participer à rendre la science plus attractive et plus accessible à tout le monde. En 2020, un article publié dans Nature Machine Intelligence a montré que 19 neurones suffisaient pour conduire. Alors aujourd'hui, l'intelligence artificielle, ce sont surtout des réseaux de neurones avec un nombre exponentiel de neurones et de synapses, plusieurs milliards. Et ça consomme beaucoup d'énergie. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que dans cet article, ils se sont dit, mais en fait, il y a des organismes comme un ver qui s'appelle le C. elegans, qui ont très peu de neurones. Par exemple, ce ver, il a 312 neurones, et pourtant, il est capable d'aller chercher sa nourriture, donc de se mouvoir et de se diriger. Alors, dans l'article, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont quand même utilisé un de ces réseaux profonds avec beaucoup de neurones pour traiter les images, mais ensuite, ils ont montré qu'il suffisait vraiment de 19 neurones et 253 synapses pour conduire une voiture dans des simulations. Alors, ce que j'ai beaucoup aimé dans cet article, déjà, c'est l'inspiration de la nature. Ils ont réussi ça en s'inspirant de ce ver et en imitant la structure de son réseau de neurones. Ensuite, ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est qu'en fait, ils ont rendu pour cela les neurones plus malins. Au lieu d'utiliser des neurones statiques, comme on le fait souvent en intelligence artificielle, ils ont utilisé des réseaux dynamiques, comme en biologie. Et c'est ça qui a permis de les rendre plus efficaces. Et aussi, ce qui est vraiment intéressant, c'est que comme il y a peu de neurones, ça va être plus facile de prévoir leur comportement et donc plus facile de savoir ce qu'ils vont faire dans telle ou telle situation. Et ça, c'est très important pour la voiture autonome, évidemment. Je trouvais ça très intéressant qu'ils se soient autant inspirés de la nature pour améliorer, en fait, pour parler d'intelligence artificielle et de machine learning. Et donc, en fait, je voulais représenter un petit peu ce passage de la nature à la machine avec une espèce de transformation un peu à la Escher. Donc voilà, on passe de la nature avec des neurones un petit peu qui ressemblent un petit peu à des neurones et qui se transforment petit à petit en des figures géométriques qui pourraient un peu plus se rapprocher de ce qui concerne la machine et l'informatique. Je vais vous parler d'un article qui s'appelle « Packing and Partitioning Polytopes » de 2 auteurs allemands qui s'appellent Volker Kebel et Mark Fetch. Cet article parle de polyèdres et de polyèdres des orbites. Orbitope, c'est le raccourci pour dire polyèdre des orbites. Alors, les orbites, ce n'est pas quelque chose qui va faire référence à la mécanique interstellaire, mais à ce que l'on appelle les symétries
en combinatoire. Alors, pour faire comprendre ce qu'est une symétrie et ce qu'est la combinatoire, je vais prendre un exemple pratique assez visuel. C'est celui des graphes. Les graphes, c'est des sommets reliés par des traits. On va les représenter par des ronds et puis on va mettre un trait entre deux ronds. Ces ronds peuvent par exemple représenter des antennes radio et on va mettre un trait entre deux antennes radio si elles sont trop proches et qu'elles vont se gêner si elles émettent à la même fréquence. Et si on a un graphe avec plein de ronds et plein de traits, on veut attribuer des fréquences à ces différents sommets de manière à ce qu'il n'y ait jamais de gêne, c'est-à-dire donner des fréquences différentes à chaque fois que deux ronds, deux antennes, sont reliés par un trait. Pour faire plus joli, on appelle ça une coloration. On va colorier chacun des sommets avec une couleur différente. Et le but, donc, c'est de mettre une couleur différente de chaque côté d'un trait. Et on veut faire ça là avec le nombre minimal de couleurs possibles. Ça sera mettre, pour le problème d'antenne, un nombre minimum de fréquences. C'est un problème difficile. Et pour le traiter, on va devoir explorer énormément de solutions, énormément de colorations possibles entre les sommets. Et c'est là qu'arrive le problème des symétries. Car si j'ai décidé de colorier 3 des sommets en rouge et puis 4 autres en bleu, et que j'intervertis la couleur rouge et la couleur bleue, j'obtiendrai la même solution. Ça sera 2 solutions symétriques. Elles auront le même nombre de couleurs, c'est juste le nom des couleurs qui va changer. Alors, plutôt qu'explorer toutes les solutions symétriques, on va essayer d'en explorer qu'une seule, en choisissant une qu'on va appeler le représentant. On va pour cela numéroter tous les sommets, on va numéroter toutes les couleurs et on va prendre pour un ensemble de symétries le plus petit représentant possible sur un ordre du plus petit numéro. Ce représentant, ce sera le représentant de toutes les couleurs après une symétrie, ce qu'on appelle justement un orbite. D'où le nom de l'article, orbitop, pour le polyèdre des orbites. Alors, où est le polyèdre ici? C'est un outil géométrique qu'on va faire relier à le problème de combinatoire en faisant correspondre chaque solution possible à un des sommets du polyèdre. Et le grand tour de force de Volcker, Kebbel et Mark Fetch, c'est d'avoir traité ce problème de représentation géométrique de manière très compacte, de manière informatiquement très réduite, ce qui est très facile à manipuler au sein de programmes informatiques. Et ça m'a beaucoup marqué à l'époque. Et depuis, il a été, par d'autres chercheurs, mis en œuvre pour aller justement résoudre le plus efficacement qu'avant le problème de coloration de graphes. J'ai voulu faire une espèce de petit brainstorming visuel, voilà, en me basant sur ce que Pierre Fouilloux raconte dans la vidéo et sur quelques éléments que j'ai pu avoir dans l'article. J'ai voulu un petit peu rassembler toutes ces idées de polyèdre, de symétrie, de résolution de problèmes, de graphes et de coloration de graphes. Et donc, ça m'a inspiré une petite araignée qui tisserait sa toile. Et donc, voilà, j'ai voulu dessiner une toile en forme de graphe ou un graphe en forme de toile avec sa petite araignée qui se pose des questions devant. Eh bien, merci beaucoup. Merci à tous les trois. Au revoir et à bientôt. Bonjour Loïc. Bonjour Claudine. Écoute, je te recommande Calpurnia de Daphné Collignon, d'après le roman de Jacqueline Kelly. On a ici l'exemple que la curiosité peut mener au métier de naturaliste et aussi que la recherche scientifique permet de s'émanciper de son sort, car c'est ici, à l'aube du XXe siècle, que cette jeune femme essaye de s'affirmer. Elle y arrive grâce à l'aide de son grand-père. Et cet auteur de BD rend avec des couleurs sépia, mais aussi des visages un peu style Frida Kahlo ou encore Klimt. Elle rend si bien toutes les possibilités qu'offre la bande dessinée de s'immerger dans ce monde de naturel, de beauté, de nature. Bref, je te le recommande, mon cher Loïc. Ça a l'air fantastique. Merci beaucoup, Claudine. Dans la prochaine séquence, on a créé une chaîne d'images scientifiques par association d'idées avec l'aide de plusieurs intervenants. Le principe est simple. Le premier intervenant choisit une première image qu'il va envoyer sans aucune explication à un deuxième intervenant. Cette personne-là va alors devoir s'inspirer de la première image pour créer une seconde image scientifique qui sera à son tour envoyée à une troisième personne et ainsi de suite. Je vous propose d'écouter les explications de chacun de nos invités aux différentes étapes.
Alors, ce que vous voyez là, ces espèces de petits plots gris les uns à côté des autres, en fait, c'est des toutes petites pastilles d'or, des sortes de petits sandwichs d'or qui ont été fabriqués par des physiciens il y a quelques années. Ça s'appelle des métamatériaux. En fait, ils transforment la façon dont la lumière se propage. Et en fait, ce que vous voyez, sans le savoir, c'est une cape d'Harry Potter. Parce que cette espèce de texture rend invisible ce qui se cache sous elle, parce que la lumière est déviée et n'arrive pas à révéler ce qui se cache sous la cape. Alors cette cape, ils l'ont utilisée pour cacher 3 toutes petites montagnes, des micro-montagnes, et en plaçant la cape dessus, les montagnes ont disparu. Donc c'est pour la première fois la capacité de rendre invisible la matière. J'ai reçu une image de Julien. C'était une image toute grise avec, je ne sais pas, ce que j'ai vu tout de suite, j'ai eu l'impression de voir des cellules. Mais en même temps, c'est pas forcément ce que ça représentait qui m'a sauté aux yeux, mais plutôt les formes, ce qu'elle dessinait elle-même. Et immédiatement, j'ai eu envie de dessiner un poisson globe. Ne me demandez pas pourquoi. C'est juste comme ça. Ça m'a inspiré un poisson globe. Et au bout d'un moment, je me disais, je vais quand même pas faire juste un poisson globe. Il y a encore toute une partie de l'image qui m'inspire autre chose. Et je me suis dit, c'est un poisson globe qui essaye de se débattre, de s'échapper de la bouche d'un autre poisson. Ça m'a fait penser qu'en 2008, en fait, quand Michael Phelps a gagné une grande compétition de natation, il revêtait un nouveau type de maillot de bain, dont il avait été dit qu'il permettait de nager beaucoup plus vite et en fait qui aurait été ensuite interdit. Et la marque qui vendait ces maillots disait qu'ils avaient été inspirés en fait des peaux de requin. Et alors, du coup, je me suis renseignée un petit peu, j'ai regardé sur Internet et je me suis rendu compte qu'en fait, en 2012, il y avait des chercheurs de Harvard qui ont en quelque sorte débunké cette information, qui ont montré qu'en fait, le maillot porté par Michael Phelps n'était pas du tout inspiré des peaux de requin et que la raison pour laquelle ils allaient plus vite, c'était simplement que c'était un maillot plus couvrant et donc plus aérodynamique. Mais en 2014, la même équipe de chercheurs de Harvard a montré en fait qu'en réalisant vraiment cette fois-ci des textures inspirées des peaux de requin, on pouvait effectivement espérer gagner en vitesse de natation avec ce type de tissu. Et donc en fait, l'image que je montre, c'est l'image de leur expérience, c'est-à-dire que c'est une feuille, une membrane souple recouverte de petites denticules qui imitent ces petites sortes de dents qui sont sur la peau des requins, qu'ils ont imprimé en 3D et ensuite ils ont placé ce tissu bio-inspiré sur un bras robotique. Ils en ont mesuré les propriétés et ils ont montré qu'en fait, pour certains types de nage, eh bien, cette texture allait effectivement permettre de gagner 6% de vitesse et aussi une réduction de l'énergie nécessaire pour nager d'environ 6%. Quand je l'ai vu, j'ai tout de suite pensé à ces espèces de photos d'ailes de papillons vues au microscope. Voilà, ça représente souvent en fait des espèces ça se voit pas comme ça quand on regarde une aile de papillon, mais ça représente des espèces de milliers de petites écailles bien rangées les unes sur les autres. La photo que je vous ai faite, en fait, c'est une petite plaque de verre qui est recouverte d'or. Donc l'or, vous le reconnaissez bien parce qu'il est complètement doré, c'est la couleur que vous connaissez. Et puis au milieu, vous pouvez voir, il y a un petit carré qui vous semble vert. Donc ça, c'est une photo arrêtée, mais on peut jouer un petit peu avec la lumière et il va y avoir tout un tas de couleurs qui vont apparaître, qui peuvent aller en fait du bleu jusqu'au rouge, donc toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Sur ce petit carré, en fait, il y a une assemblée de tout petits trous qui font environ 100 à 200 nanomètres de diamètre, qui sont séparés de 200 nanomètres de diamètre. Et donc, ça fait un petit carré comme ça avec plein de petits trous. Et comme la lumière, elle a ce qu'on appelle la même longueur d'onde, la même dimension que les trous qui sont dorés, il va y avoir des jeux, des phénomènes physiques qui vont apparaître et ça va faire apparaître tout un tas de couleurs, comme ça peut le faire sur les ailes des papillons. Et donc, voilà pourquoi j'ai fait cette photo. Alors, quand j'ai vu ça sur le coup, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est censé m'évoquer? Et puis, en fait, en voyant la couleur de la plaque et la couleur changeante de la diode au centre, je ne sais pas pourquoi, j'ai immédiatement pensé en fait à une femme en métal avec les yeux de plusieurs couleurs en fait et une larme de métal qui coule sur son visage. J'aurais beaucoup de mal à expliquer en fait comment cette image
pourquoi en fait elle s'est matérialisée dans mon esprit, mais j'ai essayé de faire la première chose qui m'est passée par la tête et ça a été ça. Ce focus sur l'œil d'un personnage dessiné m'évoque un être robotisé avec un casque et une larme faite de métal. Cela m'évoque l'impact de la science, aussi souvent jugé positif que négatif sur l'évolution de l'être humain et de la planète. En tant que mathématicien et informaticien, mes recherches n'ont qu'un effet indirect sur le monde qui m'entoure. Pourtant, la combinatoire sert tout autant à sauver les forêts des incendies, en plaçant au mieux des protections par feu, qu'à planifier des tirs de missiles. Tout cela me fait penser à Nausicaa de la vallée du vent, cette œuvre majeure de la littérature manga par Hayao Miyazaki. Dans l'image que je propose, on voit Nausicaa qui entre crânement dans une forêt de champignons mortels. Et Miyazaki nous raconte à sa suite que la science n'est ni maléfique ni angélique. Alors, je m'appelle Morgane Parisi, je suis illustratrice, graphiste et autrice de bande dessinée et je fais beaucoup de choses qui sont liées au réel. J'essaye d'expliquer ce qui se passe avec des scientifiques. Dans ma pratique, je donne aussi des cours de typographie. Donc, je me considère plutôt comme quelqu'un qui essaie de bosser autour du concept d'image et de ce qu'il a à apporter au réel. Et ça m'a fait penser à toutes ces petites choses microscopiques qui sont extrêmement bien architecturées. Et donc, j'ai décidé d'essayer de faire un petit tableau de toutes ces petites choses microscopiques avec des formes intéressantes, des flocons de neige, du sel, des spores, du plancton, des choses comme ça, réunies dans une image. Par rapport à l'image qu'a envoyée Morgane Parisi, ça me fait beaucoup penser à tous les pictogrammes qu'on utilise en cognition animale. Et notamment, ça m'a fait penser à la thèse du docteur Aurora Vargas Weber sur la cognition visuelle des abeilles. Et en remontant cette thèse, je suis tombé sur cette image. Alors, ce n'est pas des travaux qu'elle a fait, mais elle en parle dans sa thèse. C'est des travaux sur la capacité de catégorisation des abeilles. Donc, il y a une première étude qui a eu pour vocation en fait, d'essayer de voir si les abeilles peuvent savoir qu'une fleur à symétrie radiale rentre dans la catégorie fleur à symétrie radiale, peu importe sa couleur, peu importe tout un tas de trucs. Et est-ce qu'elles font des catégories fleurs circulaires, fleurs à symétrie radiale, plantes, paysages. Et ils se sont rendus compte qu'effectivement, les abeilles peuvent faire ça. Et alors, l'autre pictogramme qu'on voit à côté, lui, c'est une étude complémentaire pour voir si elles peuvent retirer plein d'éléments différents pour faire une catégorie. Là, en l'occurrence, quand on regarde les cercles, ils sont divisés en cadrans. Dans les cadrans, on a des lignes qui vont dans des directions bien précises. Et en fait, les abeilles peuvent extraire la configuration générale, peu importe si les lignes, c'est des grosses lignes, des petites lignes, des pointilles, etc. C'est la direction globale des lignes et le rapport les unes entre les autres qui compte pour elles. Et elles y arrivent. Ce qui est, de toute façon, les études sur la cognition des abeilles, voilà, c'est démentiel. Je viens de recevoir la première image de la file. Alors, c'est marrant parce que ça me fait beaucoup penser aux peaux des céphalopodes qui peuvent se camoufler, qui vont avoir des couches de chromatophores qui vont refléter la lumière ou alors qui vont se dilater ou se contracter et permettre à ces animaux de se camoufler comme ça. Et en plus, il me semble bien que ce qu'on voit là, c'est un matériau qui sert justement à rendre invisible certaines choses qui a été développées. Donc c'est marrant parce que finalement, ça se recoupe aussi. Bonjour Loïc. Salut Colline. Je voulais te présenter une petite BD. Oui. C'est Le Grand Méchant Renard. C'est une bande dessinée de Benjamin Renner. C'est l'histoire d'un renard qui aimerait être effrayant, qui aimerait faire aussi peur que le grand méchant loup. Sauf que le problème, c'est qu'il n'y a aucune chance d'y arriver, parce qu'en fait, il est plutôt mignon, il fait des gaffes tout le temps, il est super froussard, il en vient même à adopter des poussins. Donc du coup, il a une petite marge de progression quand même avant d'arriver au grade de grand méchant loup. C'est super drôle, à chaque fois, il se met dans des situations pas possibles pour essayer de faire peur à son entourage et c'est vraiment très très drôle. Donc voilà, je te la conseille. C'est une BD des éditions Delcourt qui est vraiment très très drôle. À partir de quel âge? À partir de 9 ans, à peu près. Super. Bon, moi je retourne en jeunesse. Attends, je dois y aller justement. Je viens avec toi. Ça marche. Bonjour. Salut Loïc, ça roule? Ouais, ça va. Ça va toujours toi? Ouais. Ok. Dis-moi, j'ai pensé à toi parce qu'en fait, mes collègues viennent de me présenter quelques coups de cœur BD et je me suis dit que ce serait intéressant d'avoir le point de vue d'une illustratrice. Alors, c'est vrai que je te prends un peu à brûle-pourpoint. Je t'ai pas demandé de réfléchir à une BD, mais du coup, je l'ai fait pour toi. Moi, il y a une BD qui me tient à cœur et je me suis dit que peut-être que tu pourrais nous en parler un petit peu. Tu vois, là, on est dans le fond bande dessinée jeunesse. Et j'avais pensé à Gaston, BD culte. Je ne sais pas si tu peux nous dire quelque chose de Gaston. Qu'est-ce que ça représente pour toi?
Ah, Gaston, moi j'aime beaucoup Gaston. Je les ai pas tous lus malheureusement, mais c'est un personnage qui est super. Il est à contre-courant de la société. Il fait n'importe quoi. Tout le monde est hyper énervé et pourtant on l'adore parce que en fait c'est poétique, c'est drôle, c'est parfois un peu sombre, c'est incisif quoi. Le trait de Franquin est super. Il est plein de mouvements. Il a un sens du timing qui est impeccable. C'est très très belle BD. J'aime beaucoup comment Franquin observe et décrit la réalité. Et si toi, tu avais à choisir un ouvrage illustré, qu'est-ce que tu nous choisirais en jeunesse? Ah, alors moi, j'irais du côté des choses plutôt documentaires. Moi, j'aime beaucoup quand on utilise des images pour décrire des choses, pour expliquer. Je sais pas, qu'est-ce que tu as montré Oui, ça tombe bien justement parce que ce matin, figure-toi que j'ai découvert un ouvrage. Attends, je vais te montrer ça. Animalium de Cathy Scott et Jenny Broom. Et regarde-moi ça. Magnifique. Ah là là, c'est superbe cet arbre de représentation des séparations des espèces. Là, c'est très très beau l'arbre de la vie. Ah, magnifique. C'est magnifique ces images qui sont très inspirées de style ancien. Moi, j'aime beaucoup ça, avec des couleurs sombres, un peu passées comme ça, un trait très léché, très gravé, et une typo qui est impeccable. Elle fait un peu ancienne avec un twist moderne, des façons de faire qui sont sobres et très élégantes, très aérées. Impeccable. Ah, et ça, on a vraiment une grosse référence à Ernst Haeckel. Il a des planches magnifiques. Ouais, c'est super. Et un de ces quels, je crois qu'on en a justement dans la bibliothèque d'Histoire des sciences. Tu as encore quelques instants, je peux t'emmener là-bas? Bien sûr, mais emmène-moi. Ok. Et ben tu vois, ça y est, je suis arrivé à la bibliothèque d'Histoire des sciences. Et c'est là que je trouve notamment ce livre dont on parlait tout à l'heure, celui de Ernst Haeckel. Oui. Voilà. Dans lequel on trouve notamment ce genre de... Alors, attends, je vais essayer de te trouver ça. Voilà. Regarde ça. C'est magnifique. Ah, c'est sublime. J'aime vraiment comment il représente tous ces petits organismes. Il les affiche là sur une page. C'est des compositions impeccables. Il y a de la symétrie, mais pas totalement. C'est léché, mais c'est clair. C'est un trait qui est très incisif, très précis pourtant. C'est très très beau. Moi, ça me transporte, quoi. On a vraiment envie d'aller fouiller le fond des océans pour voir tout ça. Ouais. Ah là là. Eh ben écoute, il y a une géométrie, c'est magnifique. Pardon. Désolée. Eh ben écoute, je suis ravi que ça te plaise, Morgane. À bientôt. À bientôt. Alexis. Bonjour Loïc. Bonjour. Regarde ce que j'ai déniché. Le dernier tome de Tu mourras moins bête par Marion Montaigne aux éditions Delcourt. Alors, je ne sais pas si tu connais, mais c'est les aventures du professeur Moustache qui répond au courrier de ses lecteurs et à des questions scientifiques un peu bizarres. Et elle y répond de façon un peu caricaturale, un petit peu forcée, mais toujours vraie. Et on y apprend à chaque fois des choses très intéressantes. Et moi, je rigole à chaque fois. Donc, je te le conseille, vraiment. Voilà, pour toi. Ok, pour passer un bon moment. Exactement. Ben, je vais regarder ça. Merci beaucoup, Alexis. Mais de rien. Cette vidéo touche à sa fin. Merci encore à tous nos invités de s'être prêtés au jeu. On espère que vous aurez passé un agréable moment en notre compagnie et que ça vous aura donné envie de venir découvrir notre bibliothèque. Merci et à bientôt. Откройте, не бойтесь свежего воздуха. Прошу вас расстегнуть воротничок и ослабить пояс. Ноги соедините, руки опустите. Ноги соедините.